Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter le traitement des mastocytoses et je focaliserai essentiellement sur les inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors, d'abord, un peu de définition et de classification. Donc, la mastocytose, c'est une maladie assez hétérogène dans laquelle on retrouve différents aspects. Sur la droite de l'écran, un aspect où il y a des patients qui ont des maladies qu'on appelle prolifératives et qui sont agressives et qui se manifestent par des ganglions, une grosse rate, une atteinte hépatique avec une fibrose, une hypertension portale, de l'acide et une malabsorption quand il y a une atteinte du tube digestif. Et puis de l'autre côté, il y a les formes qu'on appelle indolentes où il n'y a pas de prolifération massive de mastocytes, c'est plutôt une accumulation modérée. Mais les patients ont beaucoup de symptômes liés au relargage de médiateurs par les mastocytes qui s'accompagnent d'atteintes cutanées avec un prurite, gastro-intestinal avec des troubles fonctionnels digestifs, cardiovasculaires avec des syncopes et puis neurologiques avec des troubles cognitifs, de la mémoire, des dépressions, des douleurs. Voilà. Et puis au milieu, il y a les patients qui ont des chocs anaphylactiques. Donc tout ça, c'est une sorte de continuum, donc une maladie qui est assez hétérogène à la fois sur l'infiltration et à la fois sur les symptômes des patients. Là, juste pour vous montrer un peu ce qu'on voit au niveau de la peau avec des flushs, un urticaire pigmentaire et puis en bas le signe de Darrier qui est classique et puis une forme aussi de forme très érythrodermique de mastocytose qu'on appelle des formes diffuses. Voilà, et basé sur cette hétérogénéité, il y a eu une classification de l'OMS qui a été updatée en 2016, qui sépare les formes qu'on appelle cutanées pures, éventuellement, avec des atteintes d'urticaire pigmentaire qu'on appelle maintenant des formes maculopapulaires, les formes diffuses que je vous ai montrées, et puis des tumeurs de type mastocytome. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les formes systémiques, dans laquelle il y a une atteinte de la peau, éventuellement, ou d'un autre organe. Et là, on les sépare en deux groupes, essentiellement les formes indolentes et les formes agressives. Et puis, il y a au milieu ce qu'on appelle les formes associées à une maladie hématologique clonale non mastocytaire. Et maintenant, on appelle ça associé à un néoplasme hématologique, ce qui est plus simple. Et puis, il y a les formes smoldering dans lesquelles il y a une infiltration importante, mais il n'y a pas de signe d'atteinte d'organes. Et puis enfin, les formes leucémiques. Donc là, une classification qui permet, comme vous le voyez ici, de stratifier les malades. Et puis quand vous regardez le papier qui a été publié récemment au niveau de l'Europe dans le cadre de la filière européenne de mastocytose à laquelle on participe et on a pratiquement inclus la moitié des patients dans ce registre, vous voyez que les patients qui sont des formes non avancées de maladie, dans les formes indolentes, cutanées ou systémiques, le pronostic vital est le même que la population générale. Et puis de l'autre côté, vous avez des formes qu'on appelle advanced, où là, en ce qui concerne les formes leucémiques, la courbe verte, vous voyez, il y a une mortalité qui est très précoce, et puis il y a des formes agressives ou associées à des maladies hématologiques, les courbes marron et violettes, où le pronostic n'est pas bon du tout. Et donc on voit bien que chez ces patients, dans les formes qu'on appelle non advanced, l'objectif du traitement, ce serait d'améliorer les symptômes, et dans les autres formes, c'est d'améliorer la survie. Alors comment faire pour le traitement? Alors là, c'est juste pour le pronostic, on l'a affiné un petit peu, le pronostic avec d'autres marqueurs. Et par exemple, dans le registre européen, l'âge, le chiffre de plaquettes, l'anémie, le nombre de leucocytes et la tryptase permettent de discriminer des patients avec des pronostics qui sont variables et qui sont assez simples. Voilà. Alors, pour essayer de trouver un traitement à cette maladie, il a fallu comprendre la physiopathologie. Donc là, pour faire court, les mastocytes, ils viennent de cellules souches hématopoïétiques qui se différencient en un précurseur sanguin qui va finir sa maturation dans les différents tissus de l'organisme pour donner des mastocytes. Et ce qui est important, c'est que le récepteur c-KIT à tyrosine kinase est exprimé dans les précurseurs, et quand il n'est pas là, il n'y a pas possibilité de maturation terminale des mastocytes. Donc ça, c'était important, et cette expression de ces kits a laissé suggérer l'idée que des mutations de ces kits pourraient augmenter la prolifération, la différenciation et la survie des mastocytes. Et effectivement, c'était le cas sur quelques caseries où il a été retrouvé une mutation de ces kits. Et ce qu'on a fait dans le centre de référence maintenant sur plus de 2000 malades, c'est de regarder les mutations de ces kits dans les différentes formes de mastocytes. Alors là, pour faire simple, c'est la diapositive suivante. En fait, ce qu'on a pu montrer,
c'est qu'il y a des mutations de ces kits dans le domaine phosphotransférase ici chez l'adulte, dans pratiquement 85% des patients, et quelle que soit la forme de la maladie. Donc c'est une maladie clonale avec des mutations dans cette région, et essentiellement la mutation c-KIT D816V. Et puis dans les formes pédiatriques, on trouve les mutations de c-KIT aussi dans 75% des cas dans la partie juxtamembranaire. Voilà, donc une maladie avec une seule mutation de c-KIT dans deux endroits différents entre les adultes et les enfants. Et puis, ce qui est intéressant chez les adultes, c'est que ça n'explique pas pourquoi il y a des formes agressives et des formes indolentes de la maladie, puisqu'elles ont toutes la même mutation de c-KIT. Et puis, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait publié là, c'est qu'on avait montré qu'il y avait des mutations ajoutées à la mutation de c-KIT, essentiellement dans les formes agressives. Vous voyez que à droite, ici, il n'y a pas d'autres mutations qui sont présentes en plus de c-KIT, alors que dans la forme agressive de la maladie, eh bien, il y a d'autres mutations, et essentiellement des mutations qui régulent ce qu'on appelle en général l'épigénétique, hein, et qui sont retrouvées aussi dans les maladies hématologiques type myélodysplasie ou syndrome myéloprolifératif. Donc clairement, la physiopathologie s'explique, un, par les mutations de ces kits, et deux, par des mutations surajoutées pour expliquer l'agressivité de la maladie. Et quand on résume un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les formes indolentes de la maladie, il y a seulement les mutations de ces kits 816 et qui ne concernent que la lignée mastocytaire. Après, dans les formes agressives de la maladie, eh bien, la mutation est retrouvée dans d'autres lignages, donc elle apparaît beaucoup plus précocement dans la maturation, et puis souvent, il y a des mutations associées qui expliquent l'agressivité de la maladie. Et je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais on pourra y répondre après, par quel mécanisme ces mutations pourraient expliquer l'agressivité de la maladie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un papier publié récemment dans JCO montre que ces mutations, il y a essentiellement 3 mutations, SRSF2, ACLX1 et RUNX1, eh bien, sont associées à un mauvais pronostic. Vous voyez qu'ici, ce qu'on voit, c'est que les patients qui n'ont aucune de ces 3 mutations, eh bien, ils ont un pronostic qui est bien meilleur que ceux qui en ont une ou deux, où le pronostic est très défavorable, et ça a été confirmé dans une cohorte de validation. Et en faisant un score, en fait, qui associe ces mutations et d'autres facteurs pronostiques, on peut vraiment séparer les patients en bon pronostic et ici en mauvais pronostic. Il faut savoir que là, c'est des patients qui ont des formes agressives de mastocytose, hein, qui avaient des cytopénies ou qui avaient une atteinte d'organes. Alors, comment traiter ça une fois qu'on a compris et qu'on connaît un peu mieux la physiopathologie de ces mastocytoses? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux objectifs, hein. Un objectif qui est, dans les formes agressives, d'essayer d'augmenter la durée de vie des patients et de diminuer les lésions d'organes. Et puis, dans les formes indolentes, eh bien, là, il faut essayer de diminuer les symptômes. Alors, on va commencer par les formes indolentes. Ce qu'on avait montré il y a quelques années, et on avait été assez précurseur dans ce domaine, c'est de dire que finalement, les patients qui avaient des mastocytoses, ils avaient des symptômes, et beaucoup de symptômes, mais là, on avait fait évaluer par les patients eux-mêmes qu'est-ce qui les gênait le plus parmi leurs symptômes. Et ce qu'on avait remarqué, c'est qu'ils avaient des symptômes psychiatriques notamment, des céphalies, des troubles cognitifs, de la dépression, de l'anxiété, qui étaient pour 30% d'entre eux intolérables pour leur qualité de vie. Donc c'était un symptôme qui était pour nous important, en dehors des autres symptômes qui étaient éventuellement moins bien connus, mieux connus, pardon, comme le prurite, comme les atteintes cutanées. Et puis il y avait aussi des troubles urinaires qui étaient importants chez ces patients. Alors, pour essayer de diminuer ces symptômes chez les patients, comme on savait qu'il y avait une mutation de ces kits, en fait, on a développé un inhibiteur de tyrosine kinase qui avait pour objectif de bloquer KIT et éventuellement que KIT pour être très spécifique et éviter une toxicité de ces inhibiteurs. Et donc, on avait sélectionné un inhibiteur qui s'appelle le masitinib, qui y avait pour avantage de bloquer effectivement ces kits, mais aussi des kinases qui étaient en aval du signaling de ces kits, hein, des sarkinases comme FIN et LIN. Mais malheureusement, cet inhibiteur ne bloquait pas la fameuse mutation D816V de ces kits. Mais ce qu'on cherchait ici, ce n'était pas de diminuer la prolifération des cellules, mais de diminuer leur activation. Et on sait que les deux kinases FIN et LIN sont importantes pour l'activation des mastocytes, hein, comme je le montre ici, où ces deux kinases, en fait, en aval du récepteur aux IgE et en aval de ces kits, permettent l'activation du mastocyte. Et on faisait l'hypothèse que si on bloquait ces kinases, on allait bloquer l'activation des mastocytes et peut-être pas bloquer la prolifération puisqu'on ne bloquait pas le signaling de kit lui-même.
Alors, pour vous montrer dans une phase 2, on avait montré que chez les patients qui avaient des formes indolentes avec des symptômes, bah, que ceux qui avaient un prurite ou qui avaient une dépression ou des flushs, vous voyez qu'on diminuait de peu près de 50% les symptômes chez ces patients. Donc, une preuve de concept qui était intéressante. Et donc, on avait poursuivi l'étude. Ici, c'est pour vous montrer un patient qui avait des troubles psychiatriques et qui avait une IRM fonctionnelle qui était pathologique, qui fonctionnait pas très bien. Et vous voyez qu'après traitement, on voyait rétablir une fonction métabolique du cerveau globalement bien meilleure et qui était corrélée à l'amélioration clinique des troubles cognitifs, en l'occurrence ici chez ce patient. Donc on est parti sur une phase 3 qu'on a publiée maintenant il y a 2 ans dans le Lancet, où on a pris des patients, je vais vite, hein, qui avaient des formes indolentes de mastocytose, mais qui avaient des symptômes, et notamment un prurite, des flushs, une dépression ou de la fatigue. Et ce qu'on voit chez ces patients, eh bien, c'est que par rapport au placebo, hein, c'était une étude placebo-contrôle, on avait une diminution des 3 symptômes dans 40% des cas chez les patients qui avaient des traités par le masitinib versus seulement 20% dans le placebo. Mais ce qui était intéressant, c'est quand on prenait l'ensemble des 3 symptômes, eh bien, il y avait 20% de diminution des 3 symptômes qu'on avait utilisés dans cette étude, et jamais aucun des patients dans le placebo n'améliorait en même temps les 3 symptômes qui étaient le flush, le prurite et la dépression. Donc là, clairement, un effet, une preuve de concept dans l'étude randomisée que de bloquer l'activation des mastocytes améliore les symptômes de chez ces patients, même si on ne bloquait pas la 816, probablement en bloquant les kinases d'aval. Et quand on regardait ce qui était intéressant ici, de façon objective, on avait une diminution de la tryptase, une diminution de l'étendue de l'urticaire pigmentaire, alors qu'il augmentait dans le placebo pendant la période d'études de 96 semaines. Donc actuellement, il y a une phase 3 qui est en cours, confirmatoire, une deuxième étude pour confirmer ces résultats, pour essayer de demander un enregistrement dans cette indication. Alors, ça, c'est un patient qui avait une atteinte cutanée, vous voyez, après 7 ans de traitement, qui prend toujours d'ailleurs, les symptômes cutanés ont commencé à disparaître. Alors, ce qui est adressant, c'est qu'il y a un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase qui s'appelle l'avapritinib, qui a la caractéristique d'avoir été fabriqué pour bloquer spécifiquement la mutation 816. Quand on voit la structure ici, bon, peu importe, il rentre dans la poche ATP, même s'il y a la mutation 816, parce qu'il a ici une modification de la queue d'autres inhibiteurs de ces kits. Et quand on voit le profil d'inhibition de cet inhibiteur, eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que l'avapritinib, il bloque ici ces kits et ces kits 816, et ce qui est important, au nanomolaire, et puis d'autres kinases ici, avec une spécificité qui est un peu moins bonne. Et quand on le compare pour masitinib, qui lui ne bloque pas la 816, mais bloque ces kits sauvages, et ici vous avez des sarkinases qui est en plus. Et puis il y en a un dont je parlerai après, qui est la midostaurin, qui a un spectre extrêmement large et qui elle aussi bloque la mutation c-KIT 816 avec une IC50 à 2,9 nanomolaires. Voilà, donc vous voyez, on a un spectre très différent entre les deux, qui sont les deux bloqueurs de 816, l'avapritinib et la midostaurin, mais avec des activités complètement différentes. La midostaurin bloque beaucoup de kinases, donc a priori plus de toxicité et difficile de l'utiliser dans des formes indolentes. Et de côté, l'avapritinib qui lui ne bloque que la 816 et quelques autres kinases associées. Et donc, il y a une étude qui a été faite de phase 1, qui n'est pas encore publiée, qui a été présentée à l'EHA l'année dernière, de phase 1 avec une augmentation des doses de 25 à 100 mg chez les patients, une détermination de la dose non toxique dans ce groupe de patients indolents, et puis après, une phase 2 d'extension avec une randomisation de la molécule versus le best care. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des patients qui avaient été inclus dans cette étude, tous qui avaient des formes indolentes, qui avaient des symptômes, j'y viendrai après, qui étaient tous pratiquement 816 et qui avaient reçu les traitements classiques de la mastocytose, hein, les anti-H1, les anti-H2, les inhibiteurs de la pompe à protons, le singulaire, le chromolycate, certains des corticoïdes, et 20% d'entre eux avaient même reçu des anti-IgE, des patients qui étaient réfractaires sur les symptômes. Quand on regarde la safety, il n'y avait pas beaucoup de grade 3 chez ces patients, sauf à la dose de 100 mg et à la dose de 50, et donc à la dose de 25, il n'y avait aucun grade 3, donc c'est la dose qui a été choisie pour la poursuite de l'étude. Et quand on regarde la diminution des symptômes, ici, quelle que soit la dose, on voit qu'il y a une diminution des symptômes
qui sont notés dans un score ici qu'on appelle le SAF, peu importe, et que, quelle que soit la dose, vous aviez une diminution à peu près similaire des symptômes. Donc, c'est la dose de 25 mg qui est choisie. Voilà, et quand on regarde ici sur un schéma qui représente un peu tous les symptômes qu'on voit chez les patients, que ce soit la diarrhée, les troubles digestifs, les céphalées, les douleurs osseuses, dans le placebo, il n'y avait aucune différence. Donc, vous voyez ici, on a une réduction variable en fonction des symptômes, mais qui va de 20 à 30% de réduction de ces patients à 4 mois après le début du traitement. Donc, peut-être là aussi un traitement qui est efficace pour bloquer les symptômes de la maladie. Alors maintenant, si on passe aux formes agressives de la maladie, où je répète, il y avait les mutations de ces kits 816 plus d'autres mutations. Il y a eu un papier initial qui a été une preuve de concept, une forme agressive particulière qui n'avait pas de mutation associée, mais qui avait une mutation dite pédiatrique avec le domaine justamembranaire. Et l'imatinib, en fait, peut bloquer cette mutation, comme les autres inhibiteurs de tyrosine kinase. Vous voyez, c'est un patient qui était massivement infiltré et chez qui a diminué de façon significative l'infiltration mastocytaire dans la moelle, et la tryptase, qui est le reflet de la masse de mastocytes, a diminué de façon aussi significative. Donc une preuve de concept, mais dans une forme un peu très particulière, qui est extrêmement rare, puisque 90% des formes adultes ont de la mutation 816 qui n'est pas sensible à l'imatinib. Alors, à l'époque, ce qu'on avait fait, on avait fait l'hypothèse qu'en aval de la mutation de ces types, puisqu'il n'y a pas d'inhibiteur de la 816, il y avait une activation de la voie AKT-mTOR par ces kits, et qu'on pouvait bloquer cette voie par la rapamycine, qui n'est pas une tyrosine kinase, mais une sérine kinase inhibiteur, parce que mTOR, c'est une sérine kinase, et qu'on pouvait espérer avoir une réponse en aval. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait montré que les mastocytes 816, en fait, avaient une hypersensibilité à l'inhibition de la voie mTOR pour leur prolifération, à la différence des mastocytes qui sont considérés comme sauvages. Et on avait traité un patient avec la rapamycine qui était réfractaire à tous les traitements et qui, lui, avait en fait une forme indolente mais particulière parce qu'il avait des œdèmes laryngiques, on voit ici, et ce patient, il faisait pratiquement des troubles respiratoires, il était au bord de l'intubation, et le seul moyen qu'il puisse respirer, c'était qu'il reçoive de l'adrénaline en continu, en seringue électrique en permanence, avec une tachycardie associée. Donc un patient qui avait une qualité de vie qui était déplorable, et sous rapamycine, eh bien, vous voyez qu'il y a eu une disparition complète de l'œdème laryngé, on a pu arrêter l'adrénaline. Donc ce patient, il a été complètement contrôlé des symptômes grâce à la rapamycine. Et ça, c'est une étude qui est en cours de publication chez des patients agressifs, où on voit qu'on a 70% de réponse sur l'agressivité de la maladie, mais aussi sur la peau, voilà, mais 50% des patients vont finir par pas répondre ou vont rechuter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la midostaurin qui bloque la 816 a été la première à être utilisée, puisque in vitro, elle bloquait des lignées leucémiques qui étaient drivées, on va dire, par la mutation 816, même si elles avaient d'autres mutations associées. Bon, je vous rappelle pas le spectre, et ça a été publié dans New England maintenant il y a 2 ans, où on avait inclus des patients de plus de 18 ans qui avaient des signes d'agressivité chez ces patients, voilà, qui avaient reçu des traitements antérieurs, qui avaient une infiltration massive de la moelle par les mastocytes pathologiques, et qui avaient des signes d'agressivité chez ces patients. Alors, quand on regarde la réponse, eh bien, on voit que globalement, 60% des patients ont répondu, mais très peu de réponses vraiment complètes, avec disparition complète des cellules. Donc, il y avait des mineurs et des partiales et des mineurs réponses, mais en gros, la moitié des patients avaient répondu dans cette étude. Et ça, ce qui était intéressant, c'est quelle que soit la forme associée, que ce soit des leucémies à mastocytes associées à des maladies hématologiques ou des formes agressives, il y avait le même taux de réponse d'environ 50% chez ces patients, mais je répète, aucune réponse complète. Et puis, quand on regardait ici l'infiltration médulaire, il y avait quelques patients qui répondaient avec 100%, le taux de tryptase, quelques patients aussi qui répondaient avec une diminution de plus de 100%, et puis le volume de la rate aussi qui diminuait, avec quelques patients seulement qui avaient une diminution complète de la rate. Donc, une étude qui montrait des bonnes réponses partielles. Et puis, quand on regardait la survie globale, je vous rappelle qu'à l'époque, la survie des leucémies à mastocytes et des formes agressives était aux alentours de 6 mois. Vous voyez qu'ici, on n'avait pas atteint encore la médiane chez ces patients. Donc, une drogue qui était intéressante. Et puis, comme on s'y attendait, on diminuait les symptômes,
là, sauf les symptômes digestifs, parce que ce médicament, il est associé comme à une toxicité digestive avec des nausées, des vomissements chez les patients, comme on le voit ici. Alors nous, on avait fait un autre papier dans le même numéro où on avait pu comparer par rapport à une base de données de patients qui n'avaient pas reçu de l'amidostorine. Et vous voyez que la survie était vraiment très différente entre les groupes de patients qui recevaient l'amidostorine versus ceux qui n'avaient pas reçu. Et ça s'était confirmé par les Allemands qui, dans leur base de données, ils ont montré que ceux qui avaient reçu de l'amidostorine versus ceux qui ne l'avaient pas reçu avaient un pronostic qui était meilleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde chez ces patients la réponse en fonction des mutations ajoutées, ben malheureusement, quand on voit les mutations de SRSF2, ACLX1 et RUX1, eh bien, si une de ces mutations est positive, vous voyez que le pronostic, bien qu'il soit meilleur que les 6 mois qu'on avait avant sans midostaurin, mais malgré tout, il y a un pattern de rechute important chez ces patients et l'effet s'épuise rapidement avec virtuellement à 5 ans, tous les patients sont décédés, alors que les patients qui n'ont pas ces 3 mutations, vous voyez qu'il y a pratiquement un plateau. Donc là, c'est important au diagnostic de faire la recherche de ces mutations quand on veut commencer un traitement. En termes de safety, il n'y avait pas grand-chose à part les troubles digestifs, l'asthénie, qui étaient parfois avec des grades 4 quand même, qui poussaient les patients à arrêter le traitement parce qu'il était intolérable d'un point de vue digestif. Alors quand on prend, je vous l'ai dit que dans les maladies hématologiques associées, il y avait aussi une amélioration de la réponse avec la midostaurin. Et la question qui se pose, c'est quand vous avez une maladie associée hématologique, c'est quel est le pronostic et quel est le traitement qu'il faut envisager chez ces patients. Alors, ce qui est important et ce qui n'est pas simple toujours, c'est que ce qu'on appelle les C-findings, c'est-à-dire les cytopénies qui sont associées aux patients, il est difficile parfois de savoir si elles sont liées à la maladie hématologique, par exemple à une myodysplasie associée, ou à l'agressivité de la mastocytose. Alors nous, on s'aide parfois avec un test que j'appelle la dexaméthasone, parce qu'à forte dose, les corticoïdes peuvent améliorer les cytopénies chez les patients qui ont des formes agressives, mais pas chez les patients qui ont des myélodysplasies. Donc on peut essayer 4 jours de dexaméthasone. Si on voit les cytopénies remonter, il faut faire l'hypothèse qu'on peut traiter la mastocytose d'abord et qu'on va améliorer les symptômes. Et donc c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. On traite avec d'abord peut-être des inhibiteurs de tyrosine kinase, la midostaurin, et je vais reparler de la veraprétinib après, ou d'autres médicaments. Par contre, quand on pense que c'est la maladie hématologique qui domine, notamment les patients qui ont des tryptases qui ne sont pas élevés, par exemple, eh bien, il faut traiter la maladie hématologique avec du 5-ASA pour les myodysplasies, d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase quand c'est un syndrome myéloprolifératif, et éventuellement, on peut discuter de traiter avec aussi la veraprétinib. Alors, ça, c'est pour vous montrer, quand je passe là-dessus, une étude récente qui n'est pas encore publiée, qui a été présentée à l'EHA l'année dernière, c'est l'avapritinib, qui est un bloqueur assez spécifique de la 816 dans les formes agressives de la maladie. Vous voyez ici, c'est un peu la même chose, sauf que là, les doses étaient supérieures à l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure dans les formes indolentes de la maladie. Donc là, des patients aussi qui étaient graves, des formes agressives de maladie, qui avaient reçu des traitements au préalable avec des formes agressives, des formes leucémiques de la maladie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des réponses qui apparaissent avec le temps. Et ce qui est intéressant, à la différence de la midostaurin, il y a quand même 30% des patients qui ont des réponses complètes, vous voyez, qui montent avec le temps et qu'il faut attendre parce que la médiane de la réponse complète apparaît seulement à 16 mois de traitement. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas être pressé avant de dire qu'il n'y a pas de réponse complète, que quand on regarde les taux de réponse complète plus partielle, il y avait 80% des patients qui avaient répondu et 90% à la dose de 200 mg chez ces patients, et qu'on voyait là, vous voyez qu'il y a presque une diminution de l'infiltration des mastocytes de plus de 100%, enfin de 100% dans pratiquement, vous voyez, 58% des patients. Là, pareil, la tryptase, vous voyez que c'est un peu différent de ce que j'ai montré tout à l'heure avec la midostaurin, c'est que la plupart des patients, là, se mettaient en très bonne réponse avec cet inhibiteur très spécifique de la 816, alors que je rappelle, la plupart de ces patients ont des mutations surajoutées. Quand on voit la survie globale, vous voyez que pour les formes agressives de la maladie ou les leucémies, elle est excellente, à 33 mois de suivi. Et par contre, dans les formes associées à des maladies hématologiques, on voit qu'il y a une rechute sans doute liée à la maladie hématologique associée. Il y a peu d'événements. Il faut se noter quand même qu'il y a eu des patients qui ont fait des hémorragies cérébrales, surtout ceux qui avaient des thrombopénies. Et donc aujourd'hui, cette molécule est utilisée qu'à 100 mg quand il y a une thrombopénie inférieure à 50 000 pour éviter le risque d'hémorragie intracérébrale.
voyez ici un exemple d'un patient qui avait une atteinte cutanée, une tryptase très élevée, une infiltration médulaire. Tout ça a complètement disparu sous traitement. Pour finir, ce qu'on est en train de montrer actuellement, c'est de voir si le vénétoclax pourrait pas avoir un effet dans cette maladie. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans les mastocytoses, dans des lignées chez les patients, il y a une hyperexpression de BCL2, de BCLXL et de MCL1 chez les patients. Et donc ça veut dire que si on voulait bloquer avec le vénétoclax, il y a d'autres facteurs de survie qui sont importants comme BCLXL et MCL1. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on traite avec les midostaurin ces lignées, eh bien, on a une diminution significative de BCL-XL et d'MCL1, pas de BCL2, et donc on peut espérer que la combinaison pourrait aider à rétablir la sensibilité. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les patients qui ont des formes indolentes n'ont pas d'expression de BCL2, et alors que ceux qui ont des formes agressives ou des maladies associées, vous voyez qu'il y a une très forte expression de BCL2 chez ces patients en fonction de l'agressivité de la maladie. Et dernière chose, quand on traite des patients avec la midostaurin, ceux qui sont en rémission partielle, ce que vous voyez ici, eh bien, l'expression de BCL2 semble au moins stabiliser, augmenter, comme ce qu'on avait vu in vitro. Et quand on regarde, bon ça je passe là-dessus, quand on regarde la sensibilité au vénétoclax avec et sans midostaurin, eh bien on voit qu'on sensibilise de façon spectaculaire ici quand on fait la combinaison vénétoclax plus midostaurin, alors que le vénétoclax seul ne marche pas. Et ça, c'est un patient traité qui avait une maladie, une LMMC plus une mastocytose agressive, traité par du PKC 412. Vous voyez qu'il est en réponse partielle sur les taux de tryptase qui fluctuaient aux alentours de 300. On a rajouté du vénétoclax et il s'est mis pratiquement en rémission complète. Et si c'est un patient qui avait une leucémie aiguë avec une masse agressive de 70 ans, qui ne pouvait pas tolérer une chimiothérapie agressive, on lui a fait une combinaison de midostaurin, de vénétoclax et de 5-azacitidine. Et vous voyez que le patient, il s'est mis très rapidement en réponse complète à la fois de la mastocytose et à la fois de son hémopathie maligne. Ça, c'est juste pour finir l'allogreffe de moelle. Il y a un papier qu'on avait fait il y a 5 ans maintenant qui montrait qu'on pouvait greffer les patients mastocytaires. Et à l'époque, il n'y avait pas de bon traitement pour contrôler la maladie. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'indication de la greffe, eh ben, c'est les patients qui ont un NGS défavorable, hein, comme j'ai dit, avec ces mutations de SAR ou une maladie hématologique associée. Eh bien, ces patients-là, il faut les traiter d'abord par un inhibiteur de kinase, peut-être la vapretinib ou la midostaurin, pour améliorer l'état général de ces patients, contrôler la prolifération mastocytaire et dans l'intervalle de temps, trouver un donneur pour faire l'allogreffe de moelle avant qu'il rechute ou avant qu'il y ait un clone qui échappe avec ces fameuses mutations de SRSF1, ACLX1 ou RUNX1. Pour conclure, vous voyez que quand la place des inhibiteurs de tyrosine kinase, eh bien, quand vous avez des formes agressives de mastocytose, eh bien, aujourd'hui, il y a une molécule qui est enregistrée, qui est le PKC 412, qui donne des très bons taux de réponse partielle, qui permet d'augmenter la survie des patients et certains symptômes, mais qui est associé à une toxicité digestive qui est parfois difficile à tolérer au long cours et pas de réponse complète. Ce qu'on est en train de voir, et on a un protocole qui va bientôt commencer avec la combinaison avec le vénétoclax pour voir si on peut pas induire une réponse complète, diminuer les doses de PKC pour être moins toxique d'un point de vue digestif et pouvoir même arrêter le traitement si on mettait ces patients en réponse complète. L'avapritinib donne des résultats intéressants avec des taux de réponse qui sont meilleurs qu'avec la midostaurin, une tolérance meilleure. Mais attention, chez les patients très thrombopéniques, le risque de voir apparaître des hémorragies méningées cérébrales chez ces patients. Et puis dans les formes indolentes, ici, bien, la place des kinases inhibiteurs, la midostaurin, elle n'est pas très bien tolérée, et puis elle a un spectre trop large, donc sa place paraît très faible. Le masitinib, on l'a démontré dans une étude, il y a une étude confirmatoire qui est en cours pour essayer de demander un dossier d'enregistrement. Il n'y a pas de problème de safety et une efficacité qui est importante, mais qui est lente à apparaître et qui est très importante, notamment pour traiter les troubles neurologiques. Et puis l'avapritinib, avec des résultats intéressants sur une cohorte plus récente. Voilà, je vous remercie et je crois que j'ai fini à peu près dans les temps.